Bonjour, je suis heureux d'ouvrir cette table ronde sur les Green Tech accélératrices de construction bas carbone qui va se tenir jusqu'à 16h30. Donc, je vais vous laisser la parole tout de suite et je reviendrai donc à 16h30 pour clôturer cette table ronde. Très bons échanges. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, Jean-Luc Sador, je suis le directeur du pôle de compétitivité Fibre Énergie Vie qui travaille sur l'innovation dans le bâtiment. Donc, travaillons sur le bâtiment du futur et bien évidemment le bâtiment bas carbone. Donc, nous allons partager cette table ronde sur les Green Tech accélératrices de construction bas carbone. Donc, j'aurai avec moi pour exposer ces sujets donc Armelle Langlois, qui est directrice du programme Performance durable de Vinci Construction, Jean-Christophe Pierron, qui est cofondateur de Vestac, donc il nous dira tout à l'heure ce que fait Vestac. Je ne vais pas commencer à en parler. Et Mathieu Neuville, qui est cofondateur de Materop, qui devrait nous rejoindre. Est-ce que vous êtes en ligne? Oui, bonjour à tous. Donc c'est pas Mathieu Neuville, je remplace Mathieu en fait au pied levé, donc Manuel Mercier, un des trois associés de la société Materop. Donc, désolé, il y a eu des petits, du coup je fais ça vraiment en dernière minute. Du coup j'ai raté, en fait j'entendais Benoît Spittler, en même temps j'étais au téléphone avec les organisateurs pour juste finaliser les petits points techniques. Donc j'imagine qu'il faut présenter la société. Voilà, donc je vais justement présenter le déroulé de la table ronde et donc je vous donnerai la parole en troisième, comme ça vous permettra. D'accord, très bien. Donc merci en tout cas de nous avoir rejoints pour cette table ronde. Donc l'idée, donc c'est les Green Tech accélérateurs de construction bas carbone. Donc pour rappeler un peu le contexte, alors d'abord pour le déroulé, donc l'idée c'est qu'on va faire un exposé préliminaire, chacun va intervenir pendant 7-8 minutes pour nous présenter les solutions que j'introduirai tout à l'heure. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, nous allons échanger entre nous pendant à peu près une petite demi-heure. Nous allons aborder les différents points qui font que on va voir comment on peut arriver à cette transition bas carbone pour notre filière bâtiment en abordant différents points. Et nous terminerons pendant une dizaine de minutes, la table ronde durant tout 1 heure. Donc, nous aurons une dizaine de minutes pour répondre aux questions des internautes. Donc, un petit rappel d'abord des objectifs qui sont les nôtres dans la filière du bâtiment. Donc, pour la stratégie nationale bas carbone de la France, qui s'inscrit évidemment dans l'accord de Paris, mais qui est la déclinaison française. Donc, dans cette stratégie nationale bas carbone, nous sommes à la neutralité carbone en 2050. Et pour ce qui nous concerne, donc, je rappelle que le secteur résidentiel tertiaire est le secteur le plus consommateur d'énergie et le deuxième émetteur de gaz à effet de serre. On était à 28% en 2015, donc juste après les transports. Donc, c'est dire la responsabilité, c'est dire aussi que évidemment, on ne fera pas la transition énergétique et la transition écologique sans le bâtiment. Ça, c'est juste, on oublie, c'est pas possible. On parle beaucoup des transports, mais c'est clair que le secteur du bâtiment pèse lourd et que, évidemment, il a une responsabilité importante sur laquelle il va falloir qu'on s'organise. Donc, pour être un peu plus précis, l'objectif, c'est moins 49% en 2030 et c'est la décarbonation complète de l'énergie consommée dans les bâtiments en 2050. Donc ça, c'est pour les objectifs. Alors après, il y a 4 grands axes pour y arriver. Donc on va balayer dans cette table ronde. Le premier axe qui a été retenu par la stratégie, c'est d'abord inciter à une forte accélération du rythme et de la qualité des rénovations de logements. L'objectif, c'est 500 000 rénovations par an. Et c'est pas un objectif récent, c'est pas un objectif nouveau, puisqu'il est dans la loi de 2015. Il était déjà dans la loi de 2015. Et aujourd'hui, on en est très très loin, puisque d'après le Haut Conseil pour le climat, le dernier rapport de février de cette année, on était à 70 000 rénovations performantes. Le rapport Trémy de l'ADEME nous dit la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, le rapport Trémy qui à sa 2e édition, montre qu'en fait, il y a eu pas mal de rénovations de fait, mais qui sont des rénovations qui ne permettent pas le changement de classe, puisque l'objectif, quand on parle de rénovation performante, et l'objectif qui est intégré dans la stratégie bas carbone, c'est de ramener donc les bâtiments à un niveau A ou B, si je parle des logements, et leur équivalent pour ce qui est du tertiaire. Donc, 500 000 rénovations par an, donc ça veut dire qu'il faut faire x7 si on part des 70 000 aujourd'hui, donc c'est évidemment un gap très important. Et puis, à partir de 2030, si on veut tenir les objectifs, c'est plutôt 700 000, c'est ce que nous dit la stratégie. Et donc,
Et alors, évidemment, même chose, là, je parle que des logements, mais c'est le même objectif concernant les bâtiments tertiaires. Donc, ça veut dire qu'il faut baisser notre consommation de 40% pour ce secteur du bâtiment, c'est-à-dire logement et tertiaire, en 2050 par rapport à 2020. Donc, le gap est évidemment très important. Bon, pour le coup, on joue dans la même cour que les transports, mais c'est pour dire un peu, rappeler l'importance des enjeux qui sont les nôtres. Deuxième grand sujet, c'est d'orienter le secteur vers un usage d'énergie 100% décarboné en 2050, avec donc évidemment en privilégiant le recours aux solutions les mieux adaptées à chaque type de bâtiment, on pourra en parler, mais évidemment le solaire aura un rôle très important chez nous, puisque le bâtiment et le solaire, ça va bien, puisqu'on a le bâtiment peut être, l'enveloppe du bâtiment peut être le support des capteurs, mais il y a d'autres solutions bas carbone qui pourront être utilisées dans le bâtiment. Troisième grand sujet, c'est d'accroître les niveaux de performance énergie et carbone des bâtiments neufs. Donc ça, c'est engagé avec la RE 2020. Ça nous a pris un peu de temps puisque la RE 2020 va commencer en 2022. Mais disons que là, l'objectif, c'est dans le neuf, j'ai beaucoup parlé de rénovation jusqu'à maintenant, mais dans le neuf, donc d'arriver à décarboner les constructions neuves par différents moyens dont on va parler puisque ça fait partie des solutions qui vont être présentées. Et donc là, c'est accroître les réglementations environnementales. Donc on a passé la première échelle et au fur et à mesure, évidemment, il y en aura d'autres pour arriver à cette neutralité carbone sur le bâtiment neuf. Et enfin, viser une meilleure efficacité énergétique des équipements. Donc là, l'idée, c'est de faire des gains de composition unitaires très importantes selon les appareils, mais que les équipements du bâtiment soient aussi plus performants. Et évidemment, ça s'associe d'une sobriété des usages. Ça ne sert à rien d'avoir des équipements moins consommateurs si je les utilise plus. Enfin, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Voilà. Donc ça, c'est pour resituer un peu les 4 grands enjeux donc on va essayer de traiter et d'échanger autour de cette thématique pendant cette table ronde. Donc ce que je vous propose pour démarrer, donc c'est de nous présenter, que Armelle nous présente pour atteindre ces objectifs, quelle est la stratégie d'un grand groupe comme Vinci Construction. Donc Armelle, c'est à vous la parole. Merci Jean-Luc. Donc Vinci Construction France met au service de ses clients l'ensemble des savoir-faire et l'expertise de ses collaborateurs pour concevoir, financer, réaliser et exploiter tout projet de construction. Et c'est dans ce cadre que nous travaillons particulièrement en collaboration avec des donneurs d'ordre public afin d'innover en proposant des solutions bas, voire très bas carbone. Et donc, je voulais revenir sur 2 innovations qui entrent dans le cadre de la feuille de route qu'a présentée Jean-Luc et qui ont été portées avec des partenaires publics. Alors, la première, ça concerne les rénovations énergétiques et plus particulièrement les rénovations thermiques. Comme l'a rappelé Jean-Luc, on est loin de l'objectif qui nous a été fixé et on doit accélérer la manière dont on réalise nos rénovations. Et c'est pour ça qu'il faut revoir ce qu'on fait de manière traditionnelle pour développer des solutions industrielles qui peuvent être par exemple de type préfabriqué, comme on le voit avec Energisprong. Donc c'est dans cette optique-là que nous avons développé un procédé qui s'appelle Reaskin, qui est un panneau de façade rapporté sur une façade existante en fait en isolation extérieure. Donc, c'est l'une des solutions qui sont proposées par l'entreprise pour massifier les rénovations thermiques des bâtiments. Et pour cela, nous avons développé évidemment des produits donc, qui sont des panneaux de façade et surtout des logiciels qui nous permettent de calpiner, dimensionner de manière structurelle, lancer les fabrications des panneaux. Donc ces panneaux ensuite sont préfabriqués dans des ateliers qui sont à proximité des chantiers et ça nous permet de travailler avec de la main-d'œuvre locale et en insertion. Et ensuite, les panneaux sont posés juste à temps sur site, ce qui nous permet de réduire énormément les délais de chantier. Donc, afin de déployer tout ça, nous avons d'abord réalisé des prototypes sur nos propres sites avant de les proposer à nos clients. Et à date, nous avons déjà réalisé 3 chantiers, donc à Cachan, Trappes et Vernouillet pour des maîtres d'ouvrage publics. Et pour cela, bon, évidemment, nous n'avons pas eu besoin de recourir à des procédures de type ATEX parce que nous sommes passés avec des négociations avec les assureurs des différentes parties. Et donc, sur ces 3 chantiers, on a pu expérimenter et améliorer à la fois les produits et les processus pour démarrer une procédure d'ATEX KA en vue de l'obtention d'un avis technique. Et donc, sur ces 3 opérations, clairement, la maîtrise d'ouvrage public a partagé notre enthousiasme et nous a
il a vraiment tout mis en œuvre pour que nous puissions déployer ces solutions et pour que nous puissions aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin rapidement. La seconde innovation dont je voulais parler, c'était l'utilisation des bétons bas carbone, enfin plutôt des bétons ultra bas carbone dans la construction. Donc là, je vais parler d'un partenariat pour la réalisation d'ouvrages de génie civil. Donc c'est un partenariat avec la Société du Grand Paris. Donc les équipes d'ingénierie de Vinci Construction travaillent sur une solution qui s'appelle Exégie ultra bas carbone avec, en fait, c'est un béton avec une présence de clinker qui est quasi nulle. Je rappelle que le clinker, c'est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre quand on parle de des formulations de béton. Voilà. Et donc, c'est bien le remplacement quasi intégral du clinker qui nous permet de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Donc, avec la Société du Grand Paris, notre partenaire, nous avons annoncé la mise en œuvre de voussoirs en béton ultra bas carbone qui sont préfabriqués dans des moules mécaniques sur un chantier pilote du Grand Paris Express. Donc là, il s'agit de la ligne 18. Donc, je le rappelle, les voussoirs sont des éléments courts qui sont préfabriqués en béton et qui sont assemblés par compression pour former le revêtement d'un tunnel. Le pilote de la ligne 18 a pour objectif de confirmer la formulation à très faible impact environnemental, de vérifier les capacités de coulage dans un cadre de cadencement industriel et de contrôler le comportement du produit fini obtenu, donc à la fois dans sa phase de stockage, puis dans le temps aux contraintes d'exploitation. Et le remplacement de voussoirs en béton conventionnel par des voussoirs en béton exégie ultra bas carbone a un impact significatif sur les émissions de gaz à effet de serre avec une économie qui est estimée à peu près à 1000 tonnes équivalent CO2 par kilomètre de tunnel sur le périmètre matériaux. Donc pour arriver à ce pilote, tout d'abord, nous avons échangé avec la direction innovation de la Société du Grand Paris qui gère, elle, un fonds d'innovation bas carbone. Ensuite, le projet a été présenté au directoire de la Société du Grand Paris qui a donné son accord pour démarrer le pilote. Et actuellement, nous sommes dans une phase d'industrialisation pour réaliser donc 5 anneaux complets, soit 40 voussoirs. Voilà, donc ça, c'était les deux innovations que je voulais présenter. Merci beaucoup. Je voulais revenir sur j'ai une question sur Reaskin là. Vous avez parlé de fabrication à proximité, donc c'est du hors-site à proximité. Vous pouvez nous dire un peu plus comment ça marche? Oui. En fait, c'est pas fait en usine, c'est fait sur site, à côté du chantier. Comment ça fonctionne? En fait, c'est fait à la manière du kitting, ça s'appelle. C'est-à-dire que nous, on va réunir tous les éléments pour préfabriquer les panneaux dans un endroit qui est à proximité du site pour limiter justement les transports. Voilà. Et donc après, effectivement… Mais ça veut dire qu'il faut un espace couvert? Comment ça se passe? On peut faire ça en plein air? Comment ça fonctionne? C'est des choses un peu nouvelles, donc c'est intéressant de savoir. On peut faire les deux. On peut faire ça en atelier, donc au pied du chantier. C'est des solutions qui se prêtent très bien à des opérations d'insertion dans des quartiers dits prioritaires. Et sinon, donc nous, on a nous-mêmes des ateliers de préfabrication qui sont répartis partout dans la France. Ok, merci beaucoup. Et encore une question sur la solution donc sans clinker. Est-ce qu'on a une idée de l'économie de carbone que ça représente par rapport à un béton, enfin tout compris, je veux dire, si on prend le global du chantier, le fait qu'on enlève le clinker, c'est quoi comme une économie en carbone, en pourcent, par rapport à un chantier traditionnel? Alors, je vais parler uniquement sur la partie matériaux béton. Sur la partie matériaux béton, c'est on va dire, entre 60 et 70% d'économie sur le périmètre matériaux, je parle bien. Okay. Après, si vous prenez, donc disons que quand on prend un tunnel, on imagine bien que c'est une grosse part. Ensuite, si on prend un bâtiment, on va dire que la part béton représente entre 15 et 20% du poids carbone total du bâtiment. Merci beaucoup. On reparlera de béton bas carbone tout à l'heure. Donc, on va continuer dans le hors-site, mais là, on va parler plutôt de neuf. Donc, je vais donner la parole
à Jean-Christophe Pierron de la société Vestac. Donc, même chose, à peu près 8 minutes d'intervention pour présenter tranquillement l'innovation. Il faut bien qu'on aille un peu dans le détail, c'est tout l'intérêt de cette table ronde. Donc, et donc, nous expliquer un peu le projet de la société, comment vous avez eu l'idée, comment vous l'avez mis en œuvre et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Merci Jean-Luc. Donc sur la genèse de Vestac, on repart du constat que je ne vais pas reformuler, que vous avez exposé en propos liminaire sur l'impact environnemental, au-delà de l'impact carbone, l'impact environnemental du bâtiment, croisé avec la caractéristique que l'industrie de la construction et de toutes les industries de procédés, celle qui a connu le moins de gains de productivité au cours du XXe siècle. On parle de moins d'1% de gains de productivité par an, ce qui est à mettre en perspective avec les autres industries où on est plutôt en moyenne à 3 ou à 5% par an, ce qui, au bout de 50 ans, fait des écarts absolument considérables. Et donc, notre raison d'être, c'est de répondre à ce double défi de productivité et d'impact environnemental à travers une solution de conception-construction de bâtiments bas carbone, assemblés hors site. Je vais revenir sur le détail de la construction hors site dans un instant. Et donc fini à 90% en usine, dans notre premier site qui est à Poincy, sur un site de 30 000 m², sur lequel il y a quelques dizaines d'opérateurs en ce moment et un peu plus d'ici la fin de l'année, et qui nous permet de diviser par 3 l'impact carbone du bâtiment par rapport à une construction traditionnelle, de diviser le temps de projet par 2 en comptant le temps d'instruction du permis de construire, et de le faire sans surcoût par rapport à une construction on va dire traditionnelle, à la norme RT 2012, évidemment. Un aparté peut-être très rapide de 30 secondes sur la construction hors site. Ce qu'on appelle la construction hors site, c'est bien de fabriquer et de préassembler des éléments ou des gros volumes de bâtiments en usine pour permettre une installation directe sur chantier. C'est une définition évidemment très large qui va de l'assemblage de tableaux électriques jusqu'à la préfabrication de modules qui peuvent aller jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de long. Dans notre cas, on fait des modules jusqu'à 16 mètres de long, 5 mètres de large. Il faut savoir que dans certains pays, on en est à déplacer, notamment en Finlande aujourd'hui, on en est à déplacer des immeubles entiers de 3 étages fabriqués en usine qui sont déplacés généralement par la mer pour des immeubles le long du littoral. Et donc, la vision finale, c'est qu'à la fin, la part de chantier est réduite considérablement, ce qui non seulement diminue les nuisances, qu'elles soient sonores, environnementales, pour le voisinage, mais ce qui, du point de vue carbone, apporte un double effet, avant même de commencer à aller dans le détail, qui a un effet de sobriété, puisqu'on réduit considérablement les déchets et donc l'impact carbone de ces déchets, mais surtout les flux logistiques sont réduits d'un facteur 3 à 5 en fonction de votre niveau de préfabrication. Et donc, on rejoint l'autre aspect carbone qui est celui des transports, avec justement cet effet ciseau qui nous permet non seulement d'avoir un levier sur notre produit, mais aussi sur toutes les contingences logistiques. Et donc, notre solution, c'est de proposer à tout porteur de projet immobilier une solution clé en main end-to-end, depuis la conception architecturale jusqu'à la livraison du bâtiment. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, nous devons intervenir très tôt dans la vie du projet et on l'accompagne jusqu'à la remise des clés au client, puisqu'on est sur le marché résidentiel pour des immeubles jusqu'à 5 ou 6 étages. Et pour ça, notre technologie s'appuie sur en fait 3 éléments majeurs qui sont chacun autant de piliers de la décarbonation. Le premier, c'est évidemment le digital. Pas parce que c'est bien aujourd'hui d'avoir un levier digital, mais parce que ça permet d'accélérer la coordination entre les corps de métier et donc d'amener des solutions plus innovantes qui vont pouvoir faire appel à des matériaux parfois plus onéreux, plus difficiles à mettre en œuvre, mais dont on a anticipé très en amont du projet la mise en œuvre, ce qui nous permet de capturer des gains de productivité et donc, partant, d'éviter d'absorber le surcoût de ces matériaux dans le prix de vente, puisque, à nouveau, une de nos croyances, c'est que si le bâtiment bas carbone coûte 50% plus cher que le bâtiment carboné, on n'arrivera pas à répondre à l'exigence environnementale. Le deuxième point, c'est évidemment un système constructif qui fait la part belle aux matériaux biosourcés. Donc, on est évidemment au niveau de la structure, sur de la structure bois, avec un angle de sobriété très fort. On est sur tout simplement de l'ossature bois, qui est une technologie qui est extrêmement connue et très bien maîtrisée depuis plusieurs siècles maintenant.
On ne s'interdit pas d'utiliser des bois qu'on appelle d'ingénierie, comme le lamellé croisé ou le lamellé collé, mais uniquement lorsque les sollicitations structurelles du bâtiment l'imposent, et toujours dans une logique de sobriété matière, ce qui là aussi est un impératif non seulement écologique, mais économique. On le voit avec l'explosion du cours de ces matières premières qui de toute façon va devenir conjoncturelle et va avoir tendance à se confirmer. Donc là aussi, la sobriété dans la manière d'appréhender au niveau de notre bureau d'études techniques l'utilisation de la matière est un des facteurs clés de succès pour proposer un bâtiment bas carbone au même prix qu'un bâtiment, on va dire, maçonné. On me pardonnera pour nos amis du béton. Évidemment, on retrouve ces éléments biosourcés dans les isolants, où on a même un aspect d'économie circulaire, puisqu'on peut utiliser des isolants comme de la ouate de cellulose, qui est en fait ni plus ni moins que du papier journal recyclé, et qui a une performance thermique absolument remarquable, en tout cas par rapport à de la laine de roche ou de la laine de verre, notamment en ce qui concerne le confort d'été, donc qui est le confort à la chaleur, qui est un enjeu clé de la RE 2020 et qui est un enjeu clé énergétique, puisqu'on se rend compte avec l'évolution climatique, mais aussi avec l'évolution des modes de vie, que la consommation pour créer du froid devient de plus en plus importante par rapport à celle de créer de la chaleur l'hiver. Voilà pour le deuxième volet. Et puis le troisième volet, c'est évidemment une usine robotisée, fortement automatisée, avec nos propres robots, puisque nous avons nos propres roboticiens dans l'équipe, de manière à avoir des outils qui sont pensés pour l'intégration de matériaux plus fragiles, parce que je crois qu'il faut regarder la vérité en face, les matériaux biosourcés sont plus fins et plus fragiles à travailler que d'autres types de matériaux, il faut faire attention, et puis qui nous permettent d'aller chercher des gains de productivité qui sont indispensables là aussi pour permettre de sortir un mètre carré à un prix compétitif. Voilà, et puis juste peut-être pour conclure. Vous pouvez nous dire un peu où vous en êtes? Vous avez déjà des chantiers? Oui, absolument. Vous avez commencé à livrer, c'est intéressant. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mon écran, mais… Pas encore. Ah, pas encore. Et là hop, ça devrait être bon là. On voit quelque chose qui… Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, on a ici quelques projets qui sont en cours de production. Donc, on a un certain nombre de crèches qui sont dont la production a commencé la semaine dernière et qui seront livrées au printemps de l'année prochaine. Et puis, on a des bureaux qui vont être livrés en Vendée. Donc, quelques centaines de mètres carrés de bureaux. Parce que même si notre marché cœur, c'est le résidentiel, il se trouve que les premiers clients à nous avoir fait confiance sont en fait des entreprises qui avaient besoin de bureaux. Et puis, on travaille également sur des solutions de résidence senior, d'éco-villages ou d'éco-quartiers, toujours avec aussi la volonté de faire cohabiter une certaine esthétique architecturale avec de la préfabrication pour sortir de l'idée qui a ralenti considérablement le modulaire du bâtiment conteneur, qui évidemment limite considérablement les possibilités de créativité. Pour nous, le bâtiment bas carbone doit aussi être un bâtiment qui est plus agréable à vivre, qui qualitativement, à tous les points de vue, y compris esthétique, a quelque chose à proposer. Voilà, donc tout ça sont des projets qui sont à l'étude, hein. Ce ne sont pas des vues d'artistes, ce sont des projets à l'étude prévus sur les 24 prochains mois. Merci beaucoup. Juste pour préciser un peu, là, quand vous dites effectivement on a un vrai problème de productivité dans la filière, on y reviendra sûrement dans la discussion, mais les chiffres que vous avez indiqués, je voudrais juste les confirmer. C'est une étude qui avait été présentée en septembre 2019 par Construction Tech, et l'outil de veille de Batimat, hein, du congrès Batimat. Et donc, il y a un travail qui a été fait à partir de chiffres OCDE. Si on prend comme point 0,95 entre 1995 et 2018, la productivité, l'écart de productivité entre l'industrie et la construction est de 3,6% par an. Ça veut dire qu'on a creusé un trou en 25 ans de 127%. Donc ça doit nous faire réfléchir, mais on y reparlera dans la discussion générale. Mais je pense qu'effectivement, on va vers ce que vous dites, c'est-à-dire plus de temps de conception, plus d'intelligence avec le numérique, plus de préfabrication. Mais ça, Armel nous en a parlé aussi. On voit bien que c'est des choses qui sont
qui commencent à arriver, et puis moins de temps de chantier. Mais vous l'avez bien dit, mais je pense que c'est vraiment vers ça qu'on doit aller. On va revenir sur les matériaux. On a parlé de système constructif, donc avec vous, Manuel. Donc vous êtes un des 3 cofondateurs de Materop. Donc là, on est sur du matériau bas carbone, vraiment bas carbone. Vous allez nous l'expliquer. Donc il y a des vraies innovations. Donc là aussi, si vous pouviez nous expliquer un peu comment est venue votre idée d'innovation, d'où ça vient, quand est-ce que vous avez commencé, qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez des brevets, est-ce que vous avez déposé des choses, et où vous en êtes en termes de développement, pour voir entre l'idée et le concept, est-ce qu'on est déjà dans le réel, est-ce que vous êtes encore en train en cours de développement. Donc même chose, si vous pouviez en 8 minutes nous présenter votre entreprise, et puis après on attaquera la discussion générale. Oui, très bien. Merci, bonjour à tous. J'ai énormément envie de répondre, de rebondir en fait déjà sur ce qui vient d'être dit avec beaucoup d'éléments hyper intéressants et hyper importants. Je vais vous parler un petit peu de Materop rapidement et répondre aux questions qui viennent d'être évoquées et puis aller un peu plus loin sur ce qu'on fait. Donc là, mon écran il est réduit, mais je ne sais pas si vous voyez derrière moi. Enfin, on fait des bétons, des bétons à base d'argile. Donc vous avez des pièces derrière moi aussi. Ça répond un petit peu à la question au niveau du niveau de maturité. Donc Materop, on a été créé en 2018, donc ça fait 3 ans, on vient de fêter nos 3 ans en octobre 2018, on a été créé le 11 octobre. Donc on est 3 associés. Comment la genèse un peu du projet, donc on est deux docteurs dans la société, un docteur en physique, un docteur en chimie. On a tous les 3 des parcours dans les grands groupes, Lafarge, Total et des groupes bancaires pour Charles Neuville, qui est le financier de l'équipe. Et qu'est-ce qu'on fait chez Materop? En fait, ce qu'on fait, la notion la plus importante, ce qui doit être parlant, c'est qu'en fait, on réduit dans un volume de béton comme celui-ci, donc qui est juste une éprouvette d'essai, on réduit en fait la quantité de CO2 embarquée et également la quantité d'énergie embarquée dans un volume de béton. Et ça, c'est extrêmement important, et je voulais juste revenir sur quelques éléments macro des tendances qu'il y a aujourd'hui, en fait, qui rebondissent sur les différents points qui ont été évoqués par les autres intervenants. La dimension coût de l'énergie et disponibilité de l'énergie, avec des conséquences significatives et des choses qui sont en train de se passer au niveau européen. Les questions de taxes carbone aux frontières. La finance qui est en train de changer de braquet en fait, sur les questions de décarbonation, et avec des investissements massifs sur des sociétés en fait, avec un intérêt, un impact réduit sur l'environnement. Les consommateurs, qui sont un driver fort en fait, et qui demandent de plus en plus aux constructeurs de construire différemment. Donc ça, c'est une tendance de fond et qui s'accélère. Et le dernier point, c'est les niveaux d'importation du clinker. On parlait du clinker tout à l'heure. Donc nous, on fait des bétons. Le clinker, ça nous intéresse aussi. Et le clinker, il est massivement importé. Si on prend les chiffres de Sembureau, par exemple, en Espagne, on n'a pas les chiffres français, mais au niveau espagnol, entre 2016 et 2020, on est à une augmentation de l'ordre de 500% d'importation du clinker. Donc, c'est des choses massives qui ont un impact en fait sur l'ensemble de la filière du béton. Donc, je disais, nous, on embarque moins de CO2 et moins d'énergie dans un volume de béton. Pour répondre aux questions qui ont été évoquées en introduction, donc on a des brevets. Donc, on a 5 familles de brevets étendues à l'international. On est dans une logique d'augmentation de cette propriété intellectuelle et également du savoir-faire. On est également accompagné par différents partenaires, notamment des partenaires académiques. Donc, parmi ceux que je peux citer, on peut citer le BRGM, donc sur toute la partie gestion des terres, et également l'Université de Pau et Pays de l'Adour sur la caractérisation des performances de ces nouveaux bétons, de ces bétons à base d'argile avec des performances. On évoquait le confort d'été juste à l'instant. Les bétons d'argile ont des performances de régulation hygrothermique qui sont particulièrement intéressantes par rapport à ces questions de régulation. Et on a évoqué également l'esthétique. Et donc là, je ne sais pas si vous pouvez l'apprécier à travers la vidéo. Et les produits qui sont derrière moi également, ici, par exemple, notre ciment, qui a une couleur qui est quand même assez différente de celle d'un ciment et d'un béton conventionnel, et qui intéresse grandement, au départ, beaucoup les architectes et les gens du monde de la construction. Et maintenant, avec des produits comme celle que j'ai derrière, une dalle gazon ou du parpaing, avec des couleurs qui sont assez frappantes, ça intéresse en fait monsieur et madame tout le monde, et avec un vrai engouement sur ce type de produit. Ce que je voulais dire aussi, c'était revenir un petit peu sur les enjeux globaux. On est sur des enjeux qui sont absolument massifs. Vous l'avez évoqué pour la filière de la construction, mais si on dézoome, en fait, c'est l'ensemble de l'économie mondiale et l'ensemble du fonctionnement de nos sociétés qui est en jeu. Et donc, il y a une réponse coordonnée, collective
et massive et immédiate qui est nécessaire. Et donc, par rapport à ça, ce qui est très intéressant autour de la table, on a des petites sociétés, on a également des grands groupes, des PME aussi. Donc, c'est tout l'ensemble de ces acteurs qui doivent réussir à se parler et à travailler ensemble pour réussir à faire émerger des solutions et des solutions dans l'immédiat, puisque les enjeux, en fait, ne sont pas pour des enjeux à 2050, malgré la stratégie nationale bas carbone avec un objectif de neutralité à 2050. C'est dès aujourd'hui, il faut mettre en œuvre tout un tas de solutions et faire des essais à grande échelle. Et donc là, c'était aussi intéressant la dimension ATEX et tous les aspects certification. Je pense qu'on y reviendra dans le cadre de la table ronde sur les verrous. Donc ça, c'était un point que je voulais évoquer rapidement. Après, sur les quelques aussi explications, vous demandiez où on en est. Donc, j'ai montré les produits, donc par exemple du parpaing, de la dalle gazon, donc des produits avec des niveaux de complexité qui sont assez faibles. Et derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait des niveaux de certification qui sont réduits, donc un accès au marché plus rapide. Et on est dans cette logique, on est pleinement dans cette logique chez Mater-Up d'avancer sur des produits avec des faibles niveaux de complexité et progressivement avancer vers plus de complexité, introduire les matériaux pour l'instant sur du non structurel hors bâtiment, puis ensuite sur du structurel, du non structurel pardon, dans le bâtiment, puis sur du structurel dans le bâtiment. Alors voilà, vous voyez l'idée, donc cette notion de complexité croissante qui est extrêmement importante. On a notre première usine, donc on a 3 ans, et on a notre usine qui est en train de sortir de terre, qui va être inaugurée en début d'année prochaine. On reçoit les process à partir du début décembre. Donc voilà, les choses se mettent en place relativement rapidement. Hier soir, on avait un échange, hier après-midi, on était sur Paris dans le cadre du Green 20. On avait des échanges hyper intéressants avec d'autres sociétés deep tech industrielles. Et ce qu'on voit, c'est que les temps pour arriver à une usine et à constituer des équipes sont des temps qui sont relativement longs. Et 3 ans, c'est quand même assez rapide par rapport à ces activités-là. Et donc, voilà, il y a une dynamique qui se lance sur ces sujets, donc c'est important. Dernier point, donc je suis à 6 minutes 20. Dernier point important, c'est les réductions de CO2. Les réductions de CO2, donc là aussi, on est dans une logique d'accompagner une transition des acteurs en place. On n'est pas du tout dans une logique d'opposition avec tous les acteurs de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on discute avec tout le monde, tous les acteurs, donc c'est-à-dire du fournisseur de matériaux, du cimentier, des bétonniers, des constructeurs, des promoteurs, et jusqu'à la maîtrise d'ouvrages publics pour la commande, puisque c'est celui qui va à la fin demander d'avoir des matériaux décarbonés. Et donc, en termes de réduction carbone, juste pour vous donner quelques ordres de grandeur, donc on est sur, en termes de CO2 évité, pour 2022, c'est quelque chose de très faible. On parle de l'ordre du KT, du millier de tonnes. Si on bascule sur 2025, là, on parle de la centaine de kilotonnes de CO2. Et si on tire le trait jusqu'à 2030, on bascule sur des ordres de grandeur de l'ordre du million de tonnes de CO2 évité. Et tout ça peut être très significativement accéléré, et c'est tout l'enjeu. Et donc là, je reviens sur la dimension collaboration, start-up, PME, grand groupe. Tout l'enjeu, c'est que ce type de technologie, ce type de solution, elle soit portée également par des grands acteurs pour avoir le facteur multiplicateur et pour aller chercher des réductions de dizaines, centaines de millions de tonnes de CO2 au niveau français et ensuite basculer ça au niveau européen et au niveau mondial. L'argile, c'est une ressource qui est disponible massivement sur Terre. Elle est aujourd'hui utilisée par les cimentiers, mais elle est brûlée, elle est calcinée à 1450 degrés. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un procédé qui permet d'utiliser cette argile uniquement avec une extraction et un broyage, en fait, juste quelques opérations unitaires sans calcination. On peut utiliser cette matière dans nos process. Ça, c'est Mater-Up aujourd'hui. Et Mater-Up demain, c'est quoi? C'est l'utilisation des terres d'excavation. Donc, venir valoriser au maximum les terres d'excavation. Donc, typiquement, on parlait du Grand Paris tout à l'heure. Je suis en train de manger un peu sur les 8 minutes, mais Grand Paris, des volumes de terres excavées colossaux et donc des enjeux très importants sur la valorisation de ces terres excavées. Et Mater-Up est un acteur qui peut valoriser ces terres excavées pour maximiser la quantité d'argile, de sable et de granulats qui sont exploités dans ces terres. Je m'arrête là pour le... Merci beaucoup. C'est très intéressant. Mais il y a quand même une question. Alors, je ne sais pas même si sans traduire de secret, ou si vous ne pouvez pas répondre, vous ne répondez pas. Mais on a quand même, d'un point de vue intuitif, d'un côté, on cuit, vous ne cuisez pas. Alors, on a bien compris que vous commencez par du non structurel pour aller vers du structurel, mais ça veut dire que vous allez vers du structurel. Comment vous arrivez à avoir la résistance? Encore une fois, je ne vous demande pas de traduire de secret, mais comment vous arrivez à
expliquez-nous comment vous arrivez à atteindre la résistance de votre béton sans cuisson, quoi. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, ça fait quelques décennies qu'on fait des bétons par la cuisson. Donc, tout à fait. Comment ça se passe? C'est un point hyper important. Et en fait, là, j'ai envie de vous répondre avec un petit schéma sur les doigts. Là, je ne sais pas si vous voyez. En fait, je fais 3 axes. 3 axes, en fait, ce qui a intéressé essentiellement les bétonniers, en fait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, principalement, même si ça date de Louis Vicat et l'invention est bien antérieure, mais en fait, l'accélération massive du ciment et du béton s'est faite à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Et en fait, le besoin, c'était de reconstruire très vite, très fort et très dur. Et donc, on n'avait pas la contrainte CO2. Donc, on avait uniquement une contrainte économique et une contrainte performance mécanique. Et donc ça a permis au béton en fait d'écraser tous les autres matériaux de construction, et notamment le matériau de construction terre, mais également le bois, la pierre, etc. Le béton a vraiment pris le pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a encore un tiers de l'humanité aujourd'hui qui est abrité dans un habitat en terre. Donc c'est quand même, c'est non négligeable. On l'occulte complètement dans nos sociétés occidentales, mais la terre abrite énormément de monde sur terre. Donc ces deux éléments. Et le troisième point en fait, et le facteur changeant en fait, comment on arrive à faire ce qu'on fait, c'est qu'en fait on a introduit une nouvelle dimension, et cette dimension c'est le CO2. C'est le CO2. On considère en fait la quantité de CO2, et donc on n'est plus dans un espace à 2 dimensions où on cherche juste à optimiser un prix et une performance mécanique, mais on cherche également à optimiser une quantité de CO2 embarquée. Et là, en fait, l'argile devient particulièrement pertinente, puisque dans ce triptyque, elle permet en fait des synergies et un optimum qui est très intéressant. Comment on fait pour répondre d'un point de vue technique, on va dire? On fait de la physico-chimie, c'est-à-dire on vient contrôler la matière à petite échelle. Donc c'est ce qu'on faisait dans les groupes. Donc Mathieu Neuville travaillait sur l'adjuvantation des ciments chez Lafarge. Il a développé un certain nombre de choses là-bas. Moi, je travaillais sur ce type de choses également chez Total, et sur l'incorporation d'argile dans les matrices bitumineuses. Donc, il y a plein de phénomènes qui sont intéressants à récupérer d'autres industries, notamment de l'industrie du pétrole. Donc, l'Enhanced Oil Recovery, donc la compréhension de la microstructure d'un certain nombre de matériaux est très intéressante, et venir adapter ces choses-là dans le monde du béton, ça permet de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire de réduire massivement l'empreinte carbone pour un niveau de performance. Et là aussi, ce que je voudrais juste dire, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, on est sur du C25-30. On ne va pas faire tous les bétons avec notre matériau. On fera jamais des piles de pont, on fera jamais des immeubles de 20 étages avec notre matériau. Ce n'est pas notre finalité. Par contre, on fait du C25-30, on fait 80% du volume du marché français. Okay. Donc voilà, c'est l'intérêt. Merci, c'est très clair. Donc, je vous propose qu'on attaque notre discussion. Donc, merci pour cette introduction. On a bien compris à la fois toutes vos innovations. Donc, je vous propose maintenant qu'on aborde certains sujets ensemble. Donc, le premier que je voulais parler, c'était l'articulation réglementation-innovation. Vous avez employé, il y a 2 d'entre vous qui ont employé le terme d'ATEC. Et donc, est-ce que, donc, par rapport à ces innovations, vous l'avez dit, là, au bout de 3 ans, on a une usine. Ça, et je crois que c'est sur ce rythme-là qu'on doit être. Hein, on l'a tous compris. Maintenant, on est en train de basculer. Il faut qu'on ait basculé avant 2030. Donc, en gros, d'ici 2030, on bascule, et après 2030, on conforte ou on accélère. Et donc, il faut aller vite. Et la réglementation du bâtiment est assez complexe. On a la décennale, on a l'assurabilité. Donc, par rapport à ça, comment vous voyez les choses sur cet équilibre entre réglementation? Est-ce que le dispositif actuel du CSTB avec les systèmes d'ATEX, on va faire avec, on va y arriver? Ou est-ce que, et ça, Armen nous l'a déjà dit, il a fallu que tout le monde se remue un peu pour qu'on y arrive. C'est-à-dire que si on avait eu la procédure classique, on va dire que vous n'y seriez pas là. Donc, je ne sais pas si là-dessus, est-ce que, peut-être Armel, vous pouvez nous faire compléter ce que vous avez commencé à dire tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'on change les choses? Est-ce qu'il faut qu'on améliore les choses? Ou est-ce que, finalement, si on ne bouge pas là-dessus, on n'y arrivera pas? Moi, sur les deux exemples que j'ai donnés, finalement, on y arrive. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut qu'on booste, en fait, tous collectivement notre connaissance des différentes procédures pour pouvoir poser des matériaux et des produits innovants, parce qu'en fait, quand on creuse, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui existent. Donc là, si on parle du panneau Reaskin, le panneau Reaskin est actuellement posé sans avoir besoin d'ATEX.
Okay. On passe par des procédures avec les assureurs des différentes parties. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on veut aller vers un avis technique? C'est évidemment pour pouvoir s'affranchir de toutes ces négociations projet par projet. Mais c'est tout à fait possible. Voilà, c'est des choses qui existent et donc quand vous justifiez suffisamment d'un point de vue technique vos produits, on y arrive. Voilà. Ensuite, si je reviens sur le béton, en fait, on peut tout à fait réaliser des bétons qui sortent du cadre normatif. Après, évidemment, il faut apporter un certain nombre de justifications, la durabilité sur 50 ans, la compression, la résistance à l'attraction, le module d'élasticité, etc., etc. Voilà. Donc ça aussi, c'est tout à fait possible. Et puis, après, donc nous, on est allé beaucoup plus loin, c'est qu'on a obtenu une évaluation technique européenne pour le liant. C'est-à-dire que, en fait, maintenant, le béton ultra bas carbone peut être considéré comme étant en conformité avec la norme, donc c'est la NFEN 206CL, et donc ce qui va nous permettre de généraliser en fait l'utilisation de ce type de liant. Donc moi ce que j'ai envie de dire, c'est que tout ça c'est parfaitement possible. Par contre, il y a besoin de beaucoup d'accompagnement. Merci. Jean-Christophe, sur ce sujet, puisque vous êtes aussi, vous, dans des solutions constructives très innovantes, comment ça s'est passé pour vous vis-à-vis de l'assurabilité? Alors, nous, on a fait le choix, comme on n'avait pas forcément la même force de frappe que d'autres acteurs, on a fait le choix de concevoir un système qui est 100% conforme au DTU. Pour deux raisons. Le premier, c'était pour avoir une vitesse de go-to-market qui était extrêmement rapide. C'est quand même ça aussi la promesse des startups, c'est d'aller très vite. Donc, on n'avait pas le temps d'attendre ou en tout cas de dépendre d'instances pour avancer, pour faciliter aussi les relations avec les assureurs, parce que quand vous êtes un nouveau constructeur, eh bien, surtout quand vous prenez la responsabilité de tout le bâtiment, ce qui est notre cas à l'exception de fondation, eh bien, vous devez convaincre vos assureurs. Et puis, pour mettre un peu les pieds dans le plat, le délai d'instruction d'un avis technique auprès du CSTB n'est simplement pas compatible avec une start-up. Pour vous donner une idée, dans le temps nécessaire pour avoir un ATEC, nous, on a eu le temps de se créer, de faire une levée de fonds, de recruter 30 personnes et d'ouvrir un site de 30 000 m². Parce que tout ça, on l'a fait en 15 mois. Et là-dessus, je pense qu'il y a quand même si je crois que c'est depuis la loi Elan, que les expérimentations sont facilitées avec le CSTB. Et le CSTB a lancé un incubateur, a lancé en fait une initiative pour aider les startups à accélérer, et c'est très bien. Et on travaille beaucoup avec les équipes du CSTB. Je pense que sur l'aspect normatif, ou en tout cas sur la vitesse de déclinaison normative en directive technique, on a probablement un travail à faire d'accélération là-dedans. Et je rebondis sur le mot européen qui a été prononcé. Il est amusant de voir que, alors qu'une des promesses de l'Europe, c'est justement d'uniformiser des règlements, des lois, des méthodes, on ne l'a pas encore fait au niveau du bâtiment. Et on a des systèmes qui sont plus contraignants que les Eurocodes, donc qui sont en fait les normes de calcul européennes, que des assureurs ne se satisferont pas d'un avis technique européen pour vous autoriser à faire telle ou telle méthode. Et que d'autres pays qui ont plus d'expérience sur d'autres technologies, alors moi je vais parler de ce que je connais, le bois, on prend tous les jours l'exemple sur la Scandinavie qui construit à peu près à 40% en bois, sur l'Allemagne, sur l'Autriche, sur la Pologne, qui sont pour l'instant tous des pays européens et qui ont un droit des normes de construction et des règles de construction bâties sur une expérience bien plus grande que la nôtre sur la construction bois, et dont aujourd'hui on n'arrive pas à décliner ces caractéristiques chez nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, construire en bois, par exemple en France, c'est beaucoup plus compliqué que construire en bois dans le reste de l'Europe, en tout cas de l'Europe du Nord, alors que ce n'est pas forcément justifié et que qualitativement, ce qu'on nous demande de faire en bois, en France aujourd'hui, est un peu moins bien de ce qu'on peut faire, notamment au niveau de la perméabilité à l'air. Puisqu'en France, on demande à avoir des pare-vapeurs, des membranes vapeur, puisque c'était un des gros acquis de la RT 2012, c'est d'avoir une étanchéité à la vapeur qui est très forte. On se rend compte que ce n'est pas forcément la panacée
et qu'il vaut mieux avoir des bâtiments qui respirent un peu. Mais ça, c'est l'enseignement que peuvent nous apporter d'autres pays européens. Il n'y a pas de représentant du métal, mais par exemple, sur les ossatures métalliques légères, d'autres pays sont très en avance chez nous par rapport à des techniques que nous, on ne peut pas utiliser. Donc, je pense aussi qu'il y a une uniformisation européenne à faire sur ces sujets. Ok, non, parce que moi je voulais poser aussi cette question parce que j'ai un cas très concret en tête, hein, toujours sur des matériaux innovants, du béton de chanvre, où il y avait une opportunité dans le cadre des Jeux Olympiques, hein, du programme des Jeux Olympiques, où il fallait faire de la grande hauteur. Donc techniquement, enfin l'architecte était très motivé, il y avait une entreprise qui avait des solutions, sauf qu'on n'avait pas, il fallait 100 000 € pour financer la TEX, et personne n'a voulu payer, ni le maître d'ouvrage, ni évidemment l'entreprise sur un sujet comme ça. Et donc ce bâtiment de grande hauteur en béton de chanvre ne se fera pas. Et ça aurait pu être un démonstrateur. Donc je pense qu'il faut, alors j'entends bien, vous avez raison, mais je pense que c'est un sujet qu'il faut mettre sur la table, parce que si on veut aller au bon rythme, il faut bien qu'on s'organise. Alors ça peut être, comme Armel nous l'a dit, des fois c'est une question d'organisation, mais des fois c'est peut-être aussi une façon de changer certaines choses et peut-être de trouver des moyens de financement, parce que quand on fait un nouvel ATEX sur des solutions innovantes comme ça, peut-être que c'est pas à l'entreprise qui fait ou maître d'ouvrage qui fait de payer, il faudrait trouver des... Mais je crois qu'il y a des pistes de solutions qui sont en train de se mettre en place dans le PIA, mais il faut qu'on ait des pistes de solutions un peu collectives, ça me paraît un sujet important. Je ne sais pas si sur ce sujet, vous avez aussi quelque chose à rajouter, Manuel, ou bien c'est un sujet qui, pour vous, c'est plutôt bien passé, ou vous n'avez pas trop de commentaires? Dites-moi. J'aurais énormément de commentaires. C'est un sujet passionnant et je pense qu'il y a énormément de choses qui sont imbriquées derrière cette question. J'ai un petit schéma en tête avec des engrenages. En fait, il y a beaucoup de choses qui se mordent la queue, entre guillemets, la dimension assurantielle qu'on a évoquée, la certification avec le CSTB, la dimension usine, parce qu'il faut être industriel, il faut avoir une usine pour rentrer dans une logique de certification, la dimension chantier témoin et bâtiment témoin, les normes et l'analyse carbone. Donc tout ça, c'est imbriqué. Et le dernier point que vous évoquiez, la dimension financière, parce que derrière tout ça, c'est pas neutre. Ça représente des montants conséquents. Et là encore, ce que je voudrais dire, c'est la coopération entre les différents acteurs de la chaîne de valeur. On attend beaucoup des startups sur ces sujets. Les startups, je pense que c'est pas non plus des magiciens, et il y a beaucoup de choses, de verrous à faire sauter par rapport à ça, et les lignes sont en train de bouger de manière assez significative. Et notamment, je pense au CSTB avec un accompagnement qui est particulièrement intéressant. Si je prends notre confrère Hoffman Green Cement Technology qui vient de signer un accord cadre d'accompagnement avec le CSTB, mais c'est génial, c'est super en fait de pouvoir avancer sur ce genre de logique pour accélérer en fait la mise sur le marché de ces produits. Et encore une fois, le bas carbone, c'est pas quelque chose de niche. Les bétons, mais tous les produits bas carbone et toute la construction bas carbone, c'est l'ensemble de la construction qui doit devenir comme ça. Donc les positions un peu réfractaires, positions pour essayer de verrouiller en fait les choses, elles sont plus tenables. Et donc travaillons ensemble avec les différentes institutions. Et là, je reviens juste aussi sur ce qu'on a fait hier avec le ministère de l'Industrie et des Finances et le ministère de l'Écologie qui se parlent. Et ça, c'est fantastique. Ils se parlent et ils se parlent avec des entreprises deep tech pour faire avancer ces sujets-là. Et c'est typiquement, on a eu un échange de 2 heures avec des gens qui sont pleinement dans ces sujets. Donc oui, je peux rebondir en fait quasiment à l'infini sur ce sujet. C'est absolument le point fondamental pour faire émerger ces solutions le plus rapidement possible. Je souriais parce que c'est vrai qu'on se félicite que les ministères se parlent. On pourrait considérer que c'est un peu normal. Moi, je voudrais revenir. J'ai un autre sujet qui me paraît important. C'est le sujet de l'organisation des filières. On a parlé, donc il y a des filières qui vont devoir bouger. Quand ça bouge, il y a des gagnants, il y a des perdants. C'est pas toujours facile. On a en ce moment, on a aussi parlé d'économie circulaire. Donc il y a des filières qui vont devoir se réorganiser. On va devoir travailler autrement. En ce moment, on a une filière dont on parle beaucoup. Enfin, tout le monde est en tension, mais la filière bois a été pas mal en tension. Je ne sais pas si là-dessus, Jean-Christophe, je peux vous redonner la parole pour vous nous dire un peu comment vous voyez comment on peut faire bouger les filières, toujours évidemment dans cette logique d'accélérer. On est toujours dans le sujet de la table ronde. Est-ce qu'il y aurait des choses que vous pourriez mettre en avant particulièrement sur la façon de faire bouger nos filières? Sur la filière bois, il y aurait énormément de choses à dire. De mon expérience, mais qui est une expérience, je pense, partagée par beaucoup de gens, aujourd'hui, le sourcing du bois est compliqué. C'est quelque chose qui va durer. Et quand on regarde pourquoi, c'est probablement au niveau de la chaîne de transformation, donc au niveau des scieurs, qu'il y a un effort d'investissement à faire. J'ai eu la chance de visiter des scieries en France, des scieries en Allemagne et des scieries en Autriche.
de la même façon que l'Allemagne a été très en avance sur d'autres industries, sur les machines-outils. Aujourd'hui, le scieur français, à l'exception des très gros, dont je ne vais pas citer les noms, mais que tout le monde a en tête, le scieur français est sous-équipé en machines, ce qui fait que quand je me suis lancé, des gens qui travaillaient m'avaient dit, tu verras, si tu commandes du bois français, tu auras du bois pas droit. Et je suis obligé de reconnaître qu'on a un vrai sujet là-dessus, d'organisation de la filière, y compris en qualité, alors qu'on a de très belles forêts. Donc on a du bon bois, mais il faut rééquiper notre filière et il faut que la filière de transformation s'organise vis-à-vis justement de la transformation de la matière et des débouchés de cette matière. Je pense également qu'au niveau de la forêt, que ce soit la forêt privée ou de l'ONF, qu'il y a un travail à faire un peu de stratégie, de voir à quoi on dédie notre ressource sylvestre. Moi, j'ai grandi près de Bordeaux. Il y avait des immenses usines de pâte à papier. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, même si le pin des Landes n'est pas le meilleur bois de construction, ce soit les meilleures finalités possibles pour le bois. Je pense qu'il y a un travail stratégique à faire avec les sylviculteurs au niveau des essences de bois, au niveau de la stratégie de plante et de coupe, pour avoir quelque chose qui est probablement plus orienté vers le bâtiment, sachant qu'en valeur ajoutée, là aussi, tout le monde pourra s'y retrouver. Merci beaucoup. Donc là, j'ai une question d'un de nos auditeurs ou spectateurs, je ne sais pas comment on dit quand on est à distance, et qui est une question effectivement centrale pour moi aussi. C'est au-delà des processus d'innovation industrielle, quelles sont les tendances technologiques digitales que vous estimez indispensables pour réduire durablement l'empreinte environnementale du secteur? C'est clair qu'on est dans une filière qui est sous-numérisée. Je pense qu'on est un peu les derniers de la classe. Les agriculteurs le sont beaucoup plus que nous. Les pêcheurs, malheureusement pour les poissons, le sont aussi beaucoup plus que nous. Et le monde du bâtiment tarde à se numériser. Enfin, encore une fois, c'est ma vision d'observateur, tarde à se numériser. Donc, on parle de l'IoT, on parle d'intelligence artificielle, on parle de BIM, c'est tout ce que cite notre auditeur. C'est vrai que c'est un sujet majeur et quand on parle de construction hors site, quand on parle d'économie circulaire, il est clair que si on n'a pas numérisé le bâtiment, ça va être compliqué de le déconstruire, par exemple. Sur ces sujets-là, Armelle, vous êtes dans un grand groupe, comment ça se passe chez vous sur le numérique? D'abord, comment ça se passe chez vous? Et puis en même temps, quelle vision vous avez sur le déploiement du numérique dans notre filière? Par rapport aussi dans le contexte de la transition, évidemment. J'ai envie de dire que le sujet, en fait, notre sujet principal, c'est la continuité de l'information. Je m'explique. On va dire que dans un groupe comme le nôtre, on n'a pas de souci à utiliser des outils, du BIM, à développer des logiciels, etc. Le vrai sujet, c'est que les informations arrivent d'un côté, se perdent, sont transmises ou pas transmises, et finalement, c'est ça qui fait qu'on arrive à des chaînes numériques qui sont de mauvaise qualité du fait de la multiplicité des intervenants dans l'acte de construire. C'est pas du tout une critique, en fait, c'est vraiment un état de fait. Voilà. Moi, ce que je constate, et de plus en plus, c'est que en amont, on arrive vraiment à s'équiper, mais que voilà, sur le chantier, pour faire rentrer le numérique sur le chantier, donc quand on est, on va dire, dans des outillés, finalement, ça pose pas de problème, mais qu'on a on va dire des sous-traitants, des co-traitants, etc., qui sont moins en avance, qui n'ont pas été forcément suffisamment aidés ou accompagnés, et qu'il faut faire monter en compétences de manière urgente. Je vois que Jean-Christophe hoche beaucoup la tête, et je pense que nous, on a rencontré ces problèmes sur la partie fabrication, et je pense que Jean-Christophe peut compléter là-dessus. Oui, Jean-Christophe, vous voulez compléter là? Oui, absolument. Il y aurait presque une conférence entière à tenir sur le digital. Je vais déjà rebondir sur le point d'Armelle, absolument sur l'aspect de la difficulté de la pénétration du numérique en termes de compétences. Nous, on le voit avec nos équipes, puisqu'on a une trentaine de personnes. On a fait le choix d'avoir, on aura une trentaine de personnes. On a fait le choix d'avoir un mix entre une moitié qui vient du bâtiment, donc par corps de métier, et puis une moitié qui vient d'autres industries de procédés. Sur la maîtrise des outils numériques, puisque tous nos postes sont informatisés à l'usine, il y a un gap absolument monstrueux
Et on retrouve des choses que j'avais connues dans une vie précédente dans l'aéronautique, c'est-à-dire que sur un même plan qui est donné en papier à un technicien ou le même plan qui est présenté sur une tablette, eh bien, vous allez avoir plus d'erreurs d'exécution avec le plan qui aura été sur tablette. Parce que l'information, là on touche même la science cognitive, l'information ne passe pas de la même façon aux personnes. Donc, il y a un vrai travail, il y a un immense travail à faire pour digitaliser la filière. Après, je pense qu'il faut aussi être lucide, et c'est pour ça que les 4 personnes qui font cette table ronde sont des gens qui font du hardware. Le software sera, dans le meilleur des cas, un enabler, mais ce n'est pas un logiciel qui va baisser les émissions carbone de la planète. Dans le meilleur des cas, un logiciel, ça met de l'huile dans les rouages, ça permet d'aller, et j'en parle d'autant plus librement qu'on est éditeur de logiciel, hein. Donc, le logiciel, ça met de l'huile dans les rouages, ça permet d'aller chercher des gains de productivité qui permettent de libérer de la valeur pour la mettre ailleurs, donc dans des matériaux plus onéreux, dans une énergie qui va être plus chère. Je pense qu'on l'a tous constaté. Et ça va permettre justement de transférer de la ressource d'un endroit à l'autre. Et en ce sens-là, c'est un enabler absolument extraordinaire, mais ce n'est qu'un enabler. Oui, mais en même temps, je suis d'accord avec vous, hein, mais en même temps, c'est quand même central. Pourquoi notre filière est aussi réticente? Alors, on va pas tout régler, il nous reste 5 minutes, on va pas tout régler en 5 minutes, mais moi, j'ai quand même un peu de mal à comprendre comment se fait-il que notre filière soit si peu perméable au numérique, enfin, aussi résistante au numérique, hein, parce qu'on a quand même des solutions. Les solutions technologiques, on les a. Et c'est vrai que si on est numérisé, ben, on peut faire de la cobotique, on peut faire de la robotique de chantier, on peut faire du hors-site, comme vous l'avez dit, on peut faire le lien entre l'usine et on peut mieux gérer les appros au chantier, enfin, on peut tout mieux faire, quoi. Et donc, et les solutions technologiques est là. Donc, on a du mal à comprendre. Je rappelle qu'à tir d'expert, donc on a 136 milliards d'euros de chiffre d'affaires, enfin de volume d'activité sur la filière bâtiment. On estime le coût de la non-qualité à peu près à 15%, c'est-à-dire 20 milliards. 20 milliards, c'est exactement ce qu'il nous faudrait pour rénover 500 000 logements par an. Donc, ça vaut la peine de se pencher pour les ramasser. Alors, je dis pas que le numérique sauvera le monde, mais enfin, c'est un peu, je suis un peu sur ces sujets-là, mais je trouve. Je suis d'accord que c'est pas ça qui va changer, mais en même temps, si on l'a pas, on pourra pas changer. Moi, je pense qu'on parle d'accélérer. La table ronde, c'est l'accélération du bas carbone. Et tant que notre filière sera réticente au passage au numérique, pour des raisons culturelles, pour des raisons de compétences que vous avez dit, et là, il faut vraiment qu'on accélère là-dessus. Je crois que là, il y a un vrai sujet. Enfin bon, ça, c'est l'animateur, mais j'ai le droit aussi d'avoir un avis. Non, mais on pourrait aussi dire pour des raisons de coût. Aujourd'hui, les licences des logiciels, et c'est pour ça qu'on a fait le choix de développer notre propre logiciel de BIM en interne, hein. On est sur une plateforme Autodesk, mais on développe nos propres plugins, parce que le coût individuel pour un bureau d'études est déjà très important d'une licence. Ne serait-ce qu'un viewer Autodesk aujourd'hui est facturé plusieurs centaines d'euros par an. C'est des prix que certains artisans du bâtiment ne peuvent pas s'offrir. Il y a un vrai travail aussi à ce niveau-là. Oui, il y a des possibilités de plateformes collaboratives en mode SaaS. Enfin, il y a des solutions. Je veux dire, c'est pas qu'un problème technique. Donc, donc, on arrive de la fin. Donc, j'ai une question là sur est-ce que ces solutions ont été proposées dans le cadre du programme d'accélération ville durable. Donc, je peux répondre pour en accompagner plusieurs. Je peux vous dire ces solutions sont proposées. Alors, j'ai pas vu tout, hein. Je suis pas depuis, mais je peux dire que oui, effectivement. Je pense que ces accélérateurs, il y a beaucoup de succès. D'ailleurs, beaucoup de gens. J'espère qu'il y aura beaucoup de dossiers qui seront pris, parce que je pense que ces démonstrateurs villes et bâtiments durables sont une vraie chance justement pour aider des innovations comme celles qu'on vient de voir à être mises en œuvre. Moi, je voudrais faire un dernier petit tour de table, parce qu'il nous reste quelques minutes, sur de façon un peu plus générale, est-ce que vous pourriez les uns et les autres nous dire, on est dans cette logique d'accélération, en quelques secondes chacun, qu'est-ce qui vous paraît pour vous le changement majeur qu'il faudrait apporter dans notre façon de fonctionner dans la filière? Donc, Emmanuel nous a déjà dit qu'il faut qu'on travaille mieux ensemble, ça c'est vrai, c'est exactement ce que font les ministères, accompagnent bien ça, mais est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous auriez envie de mettre en avant pour dire, si on arrivait à faire ça, on accélérerait? Dans l'ordre que vous voulez, Armelle, si vous voulez. Vous avez un peu un sujet un peu phare à nous dire, un peu en conclusion. De toute façon, moi, je considère que notre transition écologique ne se fera qu'avec une innovation forte. En plus, ça a été clairement redit dans l'actualité ces derniers jours. Voilà. Et pour moi, il faut absolument que nos partenaires publics nous donnent des opportunités, vraiment donnent des opportunités à tout le monde pour s'inscrire pleinement dans cette approche de performance environnementale et nous permettre d'innover plus vite.
quelque part plus facilement, évidemment, sans dégrader la qualité ni la sécurité. Mais nous, dans tout ce qu'on voit, c'est à chaque fois qu'on a fait des partenariats comme ça, ça nous a permis d'accélérer très nettement. Voilà, et puis je reste persuadée que l'entrée en vigueur de la réglementation environnementale, c'est un formidable levier pour aller plus vite et pour appliquer déjà toutes les innovations qui ont été développées ces dernières années. Merci. Jean-Christophe, même remarque, quelques secondes, parce qu'on est à la fin. En une seconde, hein, je pense qu'il faut passer d'un monde artisanal à un monde industriel, avec un peu de provocation, mais je pense que c'est malheureusement une condition qui est sine qua non pour répondre à ces enjeux. Et pour finir sur une note positive, moi, je trouve ça très excitant d'être dans cette industrie, parce que oui, on n'est pas les meilleurs élèves, mais on est la seule industrie où on peut avoir en quelques années un impact à 2 chiffres sur nos émissions carbone. Et en tant que l'ancien consultant que je suis, j'ai toujours cherché les leviers faciles et avec le plus gros impact. Et je crois qu'on ne manque pas d'idées, de moyens et d'atouts en Europe et en particulier en France pour y arriver. Donc, c'est très excitant, je pense, pour la filière. Merci pour ces 2 chiffres. Emmanuel, même remarque, qu'est-ce qui vous paraît un peu l'élément déclencheur là, pour l'accélération? Moi, il y aurait deux éléments. Le premier, c'est de partager le constat, et notamment au niveau des directions, et notamment au niveau des groupes, puisque c'est quand même eux qui ont un pouvoir de frappe significatif. Donc, partager ce constat et mettre vraiment tout en marche pour atteindre ces objectifs de réduction massif. Et le deuxième point, c'est la commande publique. Booster énormément les choses avec la commande publique en facilitant l'expérimentation et en accélérant vraiment ces sujets, en allant en fait, en testant les matériaux, en facilitant l'accès et en rejoignant la dimension verrou qu'on évoquait tout à l'heure. Donc voilà, c'est les deux grands points qui me semblent des leviers très significatifs de progrès. Merci à vous 3 pour ces éléments très concrets. Donc Benoît, je vous rends l'antenne. À vous le mot de conclusion. Merci Jean-Luc. Oui, en effet, écoutez, merci pour ces travaux et ces échanges très riches. Je voudrais juste encore vous signaler que nous avons une table ronde dans 10 minutes à 16h30 sur le sujet de la mobilité maritime et fluviale, les nouvelles filières qui économisent le CO2. Donc, je vous invite à vous reconnecter dans 10 minutes sur ce sujet. Encore un grand merci pour la qualité de vos échanges et bon après-midi. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt.